Bonsoir, bonjour plutôt, oh là là, bonjour, nous sommes bien à l'aube des choses, bonjour donc, bonjour à vous tous, là où vous êtes, hein, de l'archipel Guadeloupe, donc des îles du Nord, des îles du Sud, et aussi le reste du monde, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, je salue, j'irai bien bas, ces followers, ces accros des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, donc qui nous postent beaucoup de messages. Et bien entendu, vous le savez, nous prenons dans lecture. Alors, une précision, faut-il le dire, voilà, cette étape, c'est que nos émissions sont visibles sur YouTube. C'est-à-dire, un téléspectateur, bon, si vous voulez voir l'émission, il y a bien entendu la rediffusion, mais sur YouTube, vous demandez peut-être pour les personnes les plus âgées qui ne manipulent pas forcément l'outil, de se faire aider par leur enfant, leur fils, leur fille, et en tapant les mots-clés, donc sur YouTube, vous allez trouver les émissions d'Eco-Club, et toutes les émissions d'Eco-Club y sont. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler avec Eco-Club? Nous sommes bien entendu dans une formule que j'appelle formule light. Hein. Notre ami René Beauchamp n'étant pas là aujourd'hui, donc nous sommes 3 sur le plateau. Alors, aujourd'hui, donc ce dimanche 21 avril 2024, pour me répéter, nous aborderons donc les questions d'actualité de la semaine. C'est-à-dire, d'abord, ce que nous avons à dire de la visite de 2 jours à Pointe-à-Pitre du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé, bien entendu, un couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans, je crois savoir, à 19h. Je pense savoir, voilà, c'est la Pointe-à-Pitre qui est concernée. Est-ce la solution à cette violence qui sévit, notamment à Pointe-à-Pitre, mais qui, bien entendu, se propage sur l'ensemble du territoire? Autre élément, le conflit entre usiniers planteurs de canne, qui bloque véritablement cette récolte 2024. Le ministre demande aux partis de rétablir le dialogue. Que dire de cette gestion-là? Et aussi, l'actualité a été marquée par cette information qui concerne l'aéroport Paul Caraïbe, que l'on prétend vouloir nommer aéroport Maryse Condé. On doit se poser la question, pourquoi pas Centre des Arts Maryse Condé? C'est une bonne question. Et s'agissant du climat social aussi en Guadeloupe, notamment autour qui concerne qui se dégrade au niveau des urgences du CHU, n'est-ce pas? Il y a là quelques préoccupations et nous allons bien entendu échanger sur cette problématique. Et pourquoi ne pas en dire 2 mots de l'élection de maire de la commune du Gosier? Parce que l'ancien maire, on peut le dire ainsi, l'ancien Cédric Cornet, n'a pas été enterré, il est toujours là, dans le foie, n'est-ce pas? Voilà un petit peu, chers collègues, et à vous, téléspectateurs, là où vous êtes, le cocktail qui nous réunit ce dimanche 21 avril 2024, et le titre de notre émission, l'actualité en Guadeloupe, avril 2024. Donc voilà donc le titre, et comme je vous l'ai dit au début, donc l'émission, dans l'annonce du thème, nous sommes dans une formule un petit peu light, parce que notre ami René n'est pas là. Nous saluons là où il est. Également, notre ami Nico Italique. Il y a Nico, le terme formule light, la formule. Elle va vraiment bien avec la formule light. Alors, en tout cas, nous pensons beaucoup à Nico, hein, puisque là où il est, je sais que, vous savez, dans ce pays-là, les exigences à la fois de ses ambitions, des ambitions qui nous animent, nous obligent quelquefois à aller au-delà des eaux.
pour pouvoir mettre nos compétences au service des territoires. Et la Guadeloupe étant ce qu'elle est, elle égorge bien entendu des bords de compétences, de personnes, mais qui quelquefois ne peuvent pas toujours s'exprimer comme ils le veulent dans leurs espaces. Donc ils offrent ces compétences là où eux, ils sont demandés, ils sont sollicités. Voilà la réalité. Alors, coucou à toi, Nico, tu nous entends, et également à Édouard Colli. Alors, messieurs, d'abord, comme d'habitude, un grand bonjour à vous de vous retrouver dans cette formule light, comme on l'a dit, pour EcoClub, ce qui n'arrive pas souvent du tout. Hein. Alors, sans doute, on va commencer par notre ami, pour changer la formule, Raymond. Raymond, un grand bonjour à toi. Bonjour Jean, bonjour Raphaël, bonjour à ceux qui sont absents. J'ai une pensée pour Mandré, oui, pour lequel je souhaite un bon rétablissement. Et puis, bon dimanche à tous et à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, les îles du Nord, les îles du Sud, et la Martinique, la Guyane, et puis à ceux qui sont dans l'Hexagone, qui nous regardent pour avoir des nouvelles fraîches de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est bien. Tchébéred et puis Pamoli. Pamoli. De toute manière, EcoClub est là le dimanche. Cette émission, je dirais, anime les cœurs. N'est-ce pas? Et il y a des gens qui apprécient, qui regardent, qui, comme on le disait surtout, sur le Facebook, Canal 10 anime notre émission. Cette émission pose des questions, échange. Je le regarde des fois quand je suis arrivé chez moi en différé. Alors, Raphaël. Oui, bien, bonjour tout le monde aussi, tous les gens de l'archipel monde, parce que l'archipel Guadeloupe est largement dépassé par l'archipel monde, ce qui d'ailleurs me permet de revenir sur une formulation que tu as eue. Le problème n'est pas tant d'au-delà des eaux, dans le sens outre-mérien, que dans la traversée des eaux, au sens biblique un peu. Et je pense que EcoClub, et puis on essaie de faire un sillage. Et qui nous permet de joindre, et c'est toute la richesse de l'archipel, de joindre des terres incognita, des terres à droite et à gauche. Et pour ma part, je voudrais renvoyer un grand bonjour à des amis que je me suis fait récemment, je l'ai dit, en Guyane, et qui, je sais, sont devenus pratiquement accros d'EcoClub. Donc, c'est super. Ils sont nombreux. Et puis, des amis d'ailleurs, de par le monde, qui suivent. Alors, c'est super bien. Alors, un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur cette immense fenêtre qui représente Internet. Quand c'est bien pris. Oui, absolument. Il peut y avoir du lard et du cochon. Mais là, en l'occurrence, pour nous, en ce qui nous concerne, moi, je reçois des contacts de partout. De partout. Du Canada, de l'Afrique, des États-Unis, des gens qui ont pris le truc. Et d'ailleurs, la demande, c'est de savoir ce qu'on peut avoir. Mais effectivement, il faut piocher sur YouTube ou sur EcoClub, mais pour avoir véritablement... Parce qu'on dit que ça fait 20 ans qu'on existe, finalement. Donc il y a des gens qui 23 années. Qui sont intéressés par l'évolution, des thématiques, de nous-mêmes dans ce qu'on dit, de nos positionnements, de nos postures, et qui découvrent des émissions très très anciennes, parce qu'au gré des enregistrements, enfin, la manière dont c'est présenté, et qui sont ravis. Qui est cette réflexion-là. Moi, j'ai rencontré, il y a deux semaines de cela, un jeune qui me disait « Ah, je vous regarde le dimanche, mais je n'étais pas né quand la démission a commencé. » Je dis que c'est très bien, en tout cas, il était jeune du lycée, Il me disait que pour ces thématiques, ces sujets, donc pour son cours de philo, par exemple, il me disait, il trouve des éléments, il prend des notes. Je dis que c'était bien, parce que vous savez, moi, quand j'étais au lycée à l'époque, j'étais dans une orientation scientifique, mais j'aimais aussi la philo. Et j'allais avec les élèves de terminale A suivre les cours de philo. Et voyez-vous, j'aimais beaucoup la philo. Et pour alimenter, en quelque sorte, enrichir ma capacité d'analyse, je sais pas moi, mes savoirs, en quelque sorte, je lisais aussi beaucoup, je lisais un peu de tout. Notamment, réveillez-vous. Ah oui. On pense, on va dire, mais non, je lisais parce qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et à l'époque, la télé de proximité n'existait pas.
la télé de proximité. Mais il y avait d'autres émissions, notamment L'Enjeu de la taille et de Closet, qui était une émission très économique. Il y avait aussi, à l'époque, Anne Sinclair. Il y avait La Marche du siècle de Cabana. Ce sont des émissions extrêmement pédagogiques. Et là, on retrouvait les ingrédients nécessaires pour, dans une rédaction, un devoir, un examen, pouvoir faire avancer dans l'analyse, argumenter, tout cela. Et aussi, vous avez tourné la machine aussi. Hein, parce que quand il y a des choses qui c'est pas pour les gars, ça vous, même le soir, vous avez le subconscient, mais vous réfléchissez. C'est important. Dans le même ordre d'idée, excuse-moi, dans le même ordre d'idée, je me rappelle, ça fait déjà quelques temps déjà, hein, et un ami bien connu en Guadeloupe, hein, dans le domaine journalistique. Oui. Et on était en études ensemble. Et puis il devait passer en fin d'année scolaire. Et donc on devait passer son examen pour conclure son parcours et pour devenir enseignant. Et puis la veille de l'examen, il y avait Giscard d'Estaing qui était président de la République à l'époque et qui était à la télévision et qui a traité un peu tous les sujets du jour, de l'époque. Il a passé en revue. Et puis le lendemain, il va à l'examen. Il a regardé l'émission. Il n'avait pas fait grand-chose comme révision. Ce n'était pas vraiment un bûcher. Hein. Et donc, il va... Et il a quasiment répété ce que Giscard d'Estaing, président de la République, a dit à l'examinateur. Il a une bonne note ou mauvaise note? Le bonhomme a une note fulgurante. C'est dire comment il y a des émissions qui portent et qui peuvent aider. Et du jour au lendemain, il a eu son examen, mais sans effort. Juste parce qu'il avait regardé la télévision. Le premier président qu'on disait, c'est le plus brillant de France. Le plus brillant. S'il copie, façon de parler, ou il plagie Giscard d'Estaing, s'il est sûr de passer. C'était le premier, il a été premier partout. Il a été premier, il a 46 ans, je crois. Il a été le plus jeune président, le plus jeune, je ne sais pas quoi. 46 ans. Et c'est très instruit, avec une vraie réflexion. Mais pour revenir à ce que tu disais, Jean, sur les émissions qu'il y avait. Alors c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'émissions, mais il faut savoir aller les chercher. Alors qu'avant on avait des émissions bien ciblées, dans lesquelles on trouvait des nourritures intellectuelles, des nourritures spirituelles. Hein? Maintenant ça existe toujours, mais c'est noyé dans le flot des réseaux sociaux, dans le flot du zapping. Et en fait, ce qu'on constate au niveau des jeunes maintenant, c'est qu'il y a une chute de la réflexion, c'est une chute des capacités d'analyse et de synthèse, de prendre du recul par rapport à l'événement. On en parlera parce que toute la violence dans laquelle on est maintenant, ce qui est une forme de souffrance, est aussi cette réaction, cette relation brute avec le fait qui n'est pas médiatisée ni par le sacré, ni par le spirituel, ni par l'intellectuel, ni même par la connaissance cognitive, traditionnelle. Et donc on laisse à brut les chairs vives et qui peuvent être bien sûr encore en plus ravivées par les réseaux sociaux, par les scandales, par les deepfakes ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on ne va pas passer son temps, on a déjà dit, à retourner sur l'arrière en temps longtemps. Mais il y avait de belles choses. Il y a des très belles choses encore maintenant, mais il faut savoir aller les chercher. Moi, j'écoute beaucoup de débats sur les autres chaînes, mais j'ai mes zaps particuliers. Mais c'est vraiment très très riche. D'ailleurs, finalement, j'écoute plus de débats maintenant de certaines personnes, de certaines émissions, que je ne lis de livres. À l'époque, tu parles je lisais énormément, maintenant je lis beaucoup moins. Mais maintenant on a la télé, on a les réseaux sociaux. Et puis on a des condensés, on a les auteurs directement qui présentent leurs bouquins, qui sont interviewés par des journalistes, analystes qui sont pas mal. Et on a directement la substantifique moelle d'une réflexion. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut tout à fait conseiller les jeunes, il faut rester branché. Il faut que la tête fonctionne. Il faut choisir aussi les chaînes, les télévisions, les réseaux sociaux. Et bien faire le tri. Il faut que ce soit varié, il faut que ce soit diversifié avant de pouvoir faire le tri. Il ne faut pas être dans la pensée unique, il ne faut pas être dans la pensée de masse. Et il faut se construire. Alors, et quel que soit ce qu'on reçoit, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de se construire son propre argumentaire. C'est ça. Parmi tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a entendu. Ça devient très difficile maintenant parce que la pédagogie, la méthodologie intellectuelle qui permet de s'approprier ces formes de connaissances
on ne les apprend plus, et certainement pas à l'école. Moi, je suis sidéré de voir comment les gamins perdent la... Ça, c'est scientifique, moi, peut-être. La façon d'apprendre à penser. Même au niveau élémentaire, nous, à l'époque, c'était thèse, antithèse, synthèse. Mais même dans un schéma comme ça, quand on prend des jeunes de terminale maintenant, je dis ça parce que là, on va arriver à la période du bac, donc je pense que beaucoup de coachs cognitifs vont en avoir, mais même en essayant de prendre un gamin, de faire raisonner avec thèse, antithèse, c'est simpliste, thèse, antithèse, synthèse, même ça, on n'arrive pas à le faire. Donc c'est dramatique au niveau de l'écologie de la pensée. Voilà. Alors c'est bien de le dire, hein. C'est ça EcoClub aussi, hein. Nous surfons un peu partout. Mais j'ai tellement envie de vous poser une question qui est celle de l'actualité. D'abord, nous allons aborder l'actualité chez nous. Je viens de présenter plus ou moins très rapidement. L'actualité internationale, 2 points sur ce qui s'est passé sur le vote, je sais pas si je pense que vous avez reçu cette information, le vote des 61 milliards pour l'Ukraine. On a c'est les Républicains ont voté, mais on a parlé tellement hier. Alors j'ai une pensée. Je pensais au fait qu'il y a la misère un peu partout dans le monde. On voit il y a des petits territoires qui ont du mal. Et que, quand on entend parler de sommes aussi importantes pour financer la guerre, on se dit, nous sommes dans un autre temps, hein, c'est cela. Donc, s'il n'y a pas de réaction là-dessus, venons-en directement. Il y a de la réaction, tu oui, quand même 61 milliards. Américains, les États-Unis. Je n'ai pas très bien suivi cette information-là. Mais ça a été bloqué pendant longtemps. Oui, et c'est les Américains qui ont débloqué. Le Sénat, les Républicains, ils ont voté. Les Républicains, les démocrates, les Républicains bloquaient. Et là, pour des raisons qu'il faudra essayer d'expliquer, ça a été débloqué. Et donc, il y a 61 milliards qui va partir pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, mais qui retourne en fait aux États-Unis. Mais qui retourne aux États-Unis, bien parce sûr. Que c'est un prêt qui servira à acheter notamment, je crois, des armes. 40%, 60% d'armes fabriquées par les industriels américains, bien entendu. Et puis la contrepartie aussi, c'est que la reconstruction de l'Ukraine sera faite par les Américains. Les grandes entreprises américaines sont déjà dessus. Donc c'est pas un cadeau. Faut pas. C'est pas un cadeau aussi. Alors de ce point de vue, on sait bien que l'Europe est en guerre. Enfin, il y a la guerre aussi, le sol européen, chose qu'on pensait complètement révolue, qui ne se serait plus produite depuis les dernières guerres que nous n'avons pas connues. Et nous, notre génération n'a pas connu la guerre. Maintenant, nous sommes peut-être pas encore en guerre, mais enfin, nous sommes pas loin. En tout cas, ça rôde autour de nous. Mal, hein, tant en Europe et même autour de nous, dans la Caraïbe, on sent bien qu'il y a une certaine tension mondiale. Il y a une tension, il y a en ce moment, et qu'il faudra trouver le moyen, j'espère, que les hommes seront suffisamment intelligents pour trouver la solution et ne pas casser la planète, les pays qui ont pris des centaines, des siècles pour se construire, et puis après venir casser tout ça en quelques jours, en quelques semaines, comme on voit en ce moment ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, ça peut être à Gaza aussi, c'est Gaza, pareil. Et puis même sur le sol africain, il y a plusieurs pays en guerre, et donc alors maintenant on parle de milliards débloqués. Est-ce que ce n'est pas aussi le prix à payer pour le retour de la paix? C'est vrai qu'on peut dire qu'on dépense beaucoup de milliards pour aller faire des bombes, pour aller pour tuer des gens, pour casser des pays. Mais quand prenons le cas ukrainien, on se fait attaquer par un pays, alors qu'on est là, on se fait attaquer, il faut bien se défendre. Maintenant, si la guerre en Ukraine notamment, et selon des analystes et des spécialistes en la matière, d'ici, après l'Ukraine, ce sera peut-être la Pologne, après ce sera peut-être... Donc il faut voir, et ce sera peut-être la France. Donc, peut-être, on dit. Alors on voit bien que Poutine, d'après les analystes, enfin en tout cas dans le monde occidental, tout laisse à penser qu'il y aura peut-être une suite après l'Ukraine. Maintenant, il faut limiter la casse, voir si déjà on essaie d'arriver à limiter cette guerre en Ukraine, et que l'Ukraine
arrive à sortir gagnante de cette affaire-là, peut-être que ça va refroidir Poutine et qu'on peut espérer un retour de la paix en Europe et j'espère dans le monde. Et même dans tout le Proche-Orient, ça bouge, hein, comme d'habitude. Mais ça bouge un peu plus aujourd'hui, plus qu'hier. Et donc, moi, ça ne me... Si c'est le prix qu'il faut payer pour le retour de la paix dans le monde, et éviter que la guerre en Ukraine puisse faire contagion en Europe, moi je ne vois pas pourquoi on va se passer on va faire l'économie de ce montant-là pour arriver à obtenir la paix. C'est la vision de Ramaille. Alors c'est intéressant parce que je suis diamétralement opposé à cette vision, mais qui est réelle. Hein, oui, qui existe. C'est dans l'analyse, hein, ça fait partie de l'analyse. Qui existe et qui est défendu par un pan important de la population. Moi, j'y crois pas du tout. Alors, si on injecte de l'argent, c'est qu'on injecte de l'oxygène, et donc c'est beaucoup plus pour entretenir la guerre que pour l'arrêter. Et les pseudo-justifications de l'Occident ne tiennent de Poutine qui voudrait envahir tout le monde du jour au lendemain, ne tiennent pas au nom du droit international, aussi bien pour comprendre le problème de l'Ukraine que pour éventuellement évaluer la suite. Je crois que le vote, il est très clair, il est très très clair pour moi. C'est un vote de culpabilité. De culpabilité. Alors, par rapport à l'Ukraine, au regard avec ce qui s'est passé sur Israël, Zelensky a dit, mais il ne comprend pas comment ça se fait qu'Israël a eu toute espèce d'aide de tous les pays du monde, de parapluie, de dôme, la France, les États-Unis, l'Angleterre, d'un seul coup. Ils ont eu tout ça alors que pour une agression, sur une agression au départ, c'est eux qui avaient commencé en allant bombarder une ambassade ce qui ne devrait pas se faire. Ce qui est quand même un problème de droit, que je disais au niveau du droit international. Alors, bon, pourquoi l'Ukraine et tout ça alors que lui il n'a rien, qu'il est en train de se battre, de défendre l'Occident, de défendre etc. Donc je crois que ce vote-là rentre beaucoup plus comme pour lever une espèce de culpabilité parce que Zelensky avait vraiment mis le doigt dans la chose, mais dans le bobo, mais ça ne prélude rien du tout. Alors je ne sais pas, le problème est-ce qu'ils vont continuer cette guerre en Israël jusqu'au dernier en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. On conçoit difficilement dans le rapport de force tel qu'il est institué actuellement que la Russie perde. Et on conçoit difficilement aussi que l'Occident rentre dans cette guerre-là pour sauver le soldat ukrainien. Et on conçoit encore plus difficilement que réellement derrière ça, l'Europe est attaquée. Donc il y a un discours, il y a un paquet de narratifs qui sont tenus de pseudo-protection concernant l'Occident, l'Europe, mais il y a un vrai problème qui est posé il y a un vrai problème qui est posé. Des problèmes différents qui sont posés sur l'Occident, sur sa cohésion, sur sa cohérence. Sur le monde aussi, la géopolitique. Sur l'état du monde. L'état géopolitique du monde. Les choix qui sont faits par les grandes nations, et notamment on peut voir, notamment la grande nation. Gaza, l'Ukraine, des pays qui sont délaissés pour compte du développement et des champs ouverts pour la guerre, y compris l'Afrique et d'autres pays, les outils, etc. Donc là, il y a une vraie interrogation. Il y a une inquiétude à avoir. Et je pense que n'importe quel individu, peuple, sujet, doit s'interroger par rapport à lui et par rapport à ce qu'il croit comprendre. Il ne faut surtout pas qu'il se laisse aller à des discours un petit peu nivelants. C'est un vrai problème qui est posé et sur lequel, alors nous en Guadeloupe, on doit s'interroger parce que les répercussions, si jamais ça se dégrade d'un côté comme de l'autre... Nous aurons les impacts. Les impacts, on les aura. Économiques et autres. Voilà, au niveau économique, au niveau liberté. Le plus drôle. Et il y a aussi un point important, je n'ai jamais vu quand même, depuis 1960, entre guillemets, l'histoire des missiles, lorsque la Russie avait braqué donc un missile sur les États-Unis en les positionnant à Cuba. Mais maintenant, on n'a pas vu ça depuis que nous ayons le risque d'affrontement de deux blocs nucléaires. Et je crois que l'inquiétude est là. C'est que, est-ce que, par exemple, dans le cas de la Russie, on croit qu'on dise, est-ce que Poutine va te laisser faire ? Alors, à un moment donné, je pense que le risque c'est ça. Le risque d'engrenage est réel et d'escalade est réel partout. Bon, sauf qu'on sait très bien que le problème pour les Américains, c'est pas la Russie, aussi paradoxal que ça c'est la Chine. Le problème, c'est la Chine. Ils vont pas partir dans une guerre atomique ou quoi que ce soit
dans une troisième guerre mondiale avec la Russie, parce qu'ils savent très bien qu'il faut le jeu de... De toute façon, les deux disparaîtront. Je ne sais pas qu'est-ce qui restera en plus, mais leur angoisse, leur vraie peur, c'est pas la Russie. Bon, la Russie, c'est la Chine. C'est une puissance mondiale, mais enfin bon. Mais le fait qu'elle soit dotée, que ce pays soit doté de l'arme nucléaire aussi, soit présente dans l'espace, donc c'est quand même, il y a une réalité qu'on doit tenir compte. L'idée tout de même, c'est quand même d'arriver à trouver une solution. On ne peut pas laisser le monde dans cet état-là. Il faut bien que des intelligents comme Poutine, comme les différents présidents, même les dictateurs, même Poutine, on ne peut pas classer Poutine dans le rang des démocrates. Donc, trouver quand même l'idée qui me paraît tellement simple, c'est peut-être parce que c'est trop simple pour aller casser comme ça, tuer des gens, mettre des gens dans la misère. Et quand, pour prendre le cas de la Guadeloupe, on va rester, par exemple, sans même qu'il y ait de casse, on va rester, les bateaux ne rentrent plus, parce que souvent on parle de bateaux. Et les gens vont commencer à voir le réfrigérateur qui n'a plus rien à faire dans une maison. Je crois que ça va changer la donne. Lorsqu'on vit dans des ruines, comme les gens qu'on voit à la télévision, qui vivent dans des ruines, des enfants qui sans jambes, sans tête, peut-être pas sans tête, sans bras, mais c'est quand même la misère qu'on voit. Mais c'est la souffrance. Il y a la misère, la souffrance. On n'a pas de médicaments pour soigner les gens, on n'a pas de nourriture, on n'a pas trois pour mettre sur sa tête. Moi, je crois quand même que les hommes devraient quand même se poser la question et s'asseoir et de dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais en France, la question est posée, puisque j'ai bien entendu des Français qui disent que les impôts, c'est pas pour financer la guerre. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut avoir la paix. Oui. C'est peut-être comme ça. Mais les Français ne l'entendent pas comme ça. Mais bien sûr, c'est la même chose sur les campus américains. Le débat est vif. Mais c'est vrai ce que tu dis, Raymond. On ne peut pas concevoir que les jeunes ne peuvent pas se mettre au-dessus d'une table. Qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table. D'où l'échec de toutes les grandes institutions, ONU, etc. Et de l'intelligence. Et le retour à quelque chose que De Gaulle disait. Un peuple n'a pas d'amis, n'a pas de ceci, enfin une nation n'a pas d'amis, n'a pas ceci, n'a pas ça, elle n'a que des intérêts. Donc par contre, quand on regarde au niveau des intérêts, le regard est différent. Oui, alors on va venir à notre thème d'aujourd'hui, bien entendu. Une page de publicité, et nous revenons à vous. Allez. Eh bien, nous sommes de retour après cette courte page publicitaire. Et nous y voilà à parler de la violence à Pointe-à-Pitre, violence notamment à Pointe-à-Pitre, mais cette violence qui concerne discutablement l'ensemble de la Guadeloupe. Et puis le ministre de l'Intérieur, en la personne de Gérard Darmanin, qui est venu, qui a annoncé donc ce couvre-feu pour Pointe-à-Pitre, pour les jeunes concerne les jeunes de moins de 18 ans, qui commence dès lundi, je crois, à 19h. Alors, il y a là une réalité qui nous interpelle, hein. Une violence aussi... c'est des jeunes, c'est plus jeune que ça, hein, je crois. Mais c'est 12-13 ans. Mais cette violence, elle est bien caractérisée, en tout cas. Alors, est-ce que d'abord, si on doit entrer dans l'analyse, expliquer cette violence, dit-on que c'est parce qu'il y a le chômage, il y a une situation économique qui est critique, n'est-ce pas? Et que le ministre, ce n'est pas son discours toujours. Hein, et pour lui, c'est une question de responsabilité des familles, de la famille, si vous voulez, quelque part. Et puis, est-ce que la réponse, c'est la bonne? Couvre-feu, on est tenté de dire que c'est parce qu'il n'y a pas de solution, donc il faut agir de cette manière-là. Alors, que peut-on dire là-dessus? Tu vas? Oui. On y va, on se jette à l'eau. Oui, absolument. Il faut y aller. Alors, ce problème de violence, c'est pas un phénomène nouveau. Ça, c'est bien dit. Je pense déjà, pour faire un petit retour en arrière, à l'époque où Jospin était Premier ministre de Chirac. C'était la cohabitation à l'époque. Et d'ailleurs, Jospin s'est trouvé candidat aux élections présidentielles. Et il n'avait pas reconnu à l'époque, alors que c'était flagrant, que les Français même en avaient marre, qu'il y avait un climat de violence en France. Et le fait de n'avoir pas reconnu ce climat de violence, entre autres, lui a coûté l'élection. Il a coûté en partie, oui, je me rappelle très bien de ça. Bon. Donc c'est dire qu'il y a un certain temps que ce climat de violence existe et que la France
pour prendre le cas de la France, il n'y a pas qu'en France qu'il y a de la violence, mais pour prendre le cas de la France, n'a pas encore trouvé la solution pour remédier à ce problème de violence dans le pays. Et donc aujourd'hui aussi, on voit que sur tout le territoire français, on a un problème de violence. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place qui ne découle pas forcément de l'époque Macron. Oui. J'ai cité déjà l'époque de Chirac, où c'était déjà présent. Et on voit que cette violence a tendance à devenir de plus en plus cruelle. Et pour redescendre jusqu'à la Guadeloupe, c'est encore plus accentué et plus cruel. La violence, de plus en plus cruelle. Et on a l'impression que c'est toute la Guadeloupe qui est dans ce climat de violence, je dirais, sans frein. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Darmanin, vient ici et dit, pour ce qui concerne Pointe-à-Pitre, parce que c'est quand même là le foyer, c'est l'agglomération Pointe-Troise, concentration, un peu sur Cap Excellence et surtout sur l'agglomération, enfin sur la ville de Pointe-à-Pitre. Il demande de l'aide jusqu'à dire qu'il va démissionner s'il ne trouve pas l'aide nécessaire pour assainir ce climat de violence à Pointe-à-Pitre. Et que Darmanin vient, ministre de l'Intérieur, entre autres, propose déjà que les enfants n'ont rien à faire dans la rue. Et on entend ça, c'est pas Darmanin seulement qui a dit ça hier. On entend ça depuis des années. Ça fait un moment qu'on entend qu'est-ce que les enfants font dans la rue. Des missions de la famille. À 22h, à minuit, à 1h du matin. Et quand le ministre de l'Intérieur vient et dit qu'il y aura couvre-feu à la demande du maire pour que les enfants ne se trouvent pas dans la rue, je crois que c'est à partir de 20h ou... Bon, peu importe, s'il faut décaler d'1 heure ou de 2 heures par rapport à ceux qui sont un petit peu suspects par rapport à l'heure, s'il faut aménager, on peut aménager l'heure à laquelle... Mais il faut... Mais je pense qu'il faut faire quelque chose qu'un enfant mineur ne doit pas se trouver dans la rue. Si l'enfant est dans un contexte, il va dans un anniversaire, va au sport, va au cinéma, ou revient du cinéma, on peut comprendre. Mais à 1h du matin, en général, il n'y a pas de cinéma pour les enfants, pour les enfants mineurs. Et quand bien même qu'on parle d'enfants mineurs, mais quel enfant qu'on trouve dans la rue à cette aussi? Ce n'est pas des enfants je dirais de familles nobles. De familles constituées, tu diras. De familles respectueuses. Oui. Hein? Le plus souvent, c'est quelques enfants. Il ne faut pas s'occuper non plus que ce soit tous les enfants qu'on trouve dans la rue. Il y a peut-être une dizaine, une vingtaine, ce serait peut-être déjà pas mal. Dans la rue, il y a cette aussi. Mais qu'est-ce que ces enfants-là font là? Où sont les parents? Et là, je dis, il y a un problème. Non seulement qu'il faut faire quelque chose, s'il faut faire le couvre-feu, il faut faire le couvre-feu. S'il faut éteindre, on peut éteindre. Mais il faut aussi que les services de l'État... Oui. Et là, moi, je le dis parce que j'ai un certain nombre d'expériences dans ma vie. J'ai été enseignant pendant une carrière. Oui, et donc, je vois un peu le comportement de la jeunesse. La détérioration. J'ai vu le comportement de la jeunesse entre le début de ma carrière et la fin de carrière. J'ai vu que les choses ont évolué. Et je disais vite que je parte avant que je rencontre un problème. J'ai eu la chance de faire une carrière sans vague. Mais j'ai l'impression que si j'avais continué pendant quelques années, 2-3 ans encore, peut-être qu'il y aurait eu un comportement différent, d'autres donnes. Et les parents ont une responsabilité, certes, dans l'affaire. Mais il faut aussi... Une autre responsabilité. Et on entend ça aussi. Oui. Hein, il ne s'agit pas de demander la responsabilité des parents. Ce n'est pas suffisant. Parce que l'État aussi a pris un certain nombre, a pris le pouvoir des parents. Un certain nombre de pouvoirs. On ne peut plus réprimander un enfant comme mes parents m'ont réprimandé. Et on connaît le résultat. C'est la dernière génération, c'est notre génération, la dernière génération sage, que je dirais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
ça ne marche pas. Il faut redonner le pouvoir aux parents, redonner la responsabilité aux parents, leur donner les moyens de pouvoir réprimander un enfant, les moyens de pouvoir restituer aussi le pouvoir de l'enseignant, restituer le pouvoir de la police, la gendarmerie, restituer le pouvoir du maire. Parce que tous ces gens étaient respectés à l'époque, du curé. Et du curé, c'était ça, en fait, les repères qu'on avait à l'époque, pour que... et la société marchait, ça fonctionnait. On avait peur du gendarme, on avait peur... quand on dit gendarme, on avait peur... Enfin, il y avait du respect. Il y avait du respect pour le gendarme, le respect pour le curé, le respect pour l'enseignant, le respect pour la famille, papa et maman. Hein? Mais c'est fini, ça. Maintenant, ça s'est fouillé. Et on déverse, et Dermanin l'a dit, on déverse des rentes. Oui. Tout le monde se sent capable de faire tout sans le voisin, sans la famille, sans papa et maman. Et puis, on vit de ça. Et puis, on ne développe rien. Et ce qui fait qu'on parle de chômage. Effectivement, il y a de chômage. Mais soit dit en passant, aujourd'hui, on n'est plus dans le cas du chômage où il n'y avait vraiment pas de travail. Parce que les entreprises cherchent de tous les domaines. Il y a du travail. De beaucoup de domaines, des gens pour travailler. Et les gens ne veulent pas travailler parce que le non-travaillé rapporte au moins autant que le travail. Bon, on va continuer tout à l'heure, mais voilà quelques données qu'il faut mettre en pratique pour retrouver une certaine stabilité, non seulement à Guadeloupe, mais peut-être dans l'échelle de la France. C'est une piste de réflexion, je crois, elle a tout à fait son sens, cette piste-là. Alors, Raphaël... Oui, moi, je crois qu'il faut... Je suis d'accord avec la réflexion de Raymond, mais je pense qu'il faut véritablement qu'on crée des lieux d'une parole partagée, d'une réflexion collective, plus que des réflexions individuelles. Parce qu'on est en train d'assister à l'éclatement de tous les schémas de pensée, chacun les reprend à sa sauce, et avec des solutions individuelles, alors que le problème est fondamentalement dans la dimension collective, dans l'intelligence collective et dans le sociétal. Alors, première chose, il faut séparer maintenant les éléments du diagnostic, les éléments d'analyse, et les éléments d'action. Parce qu'elles ne sont pas si liées que ça. Le diagnostic s'appuie sur les faits. Alors les faits, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 50 ans? La réponse est non. Ah bon? Ben oui, c'est une autre forme de réponse. Sociologiquement parlant, c'est clair et net. La société d'aujourd'hui est moins violente que les sociétés d'antérieures. Mais ce qui se passe, c'est que la violence est plus visible, que la violence est plus médiatisée, que la violence est intolérable maintenant, et que nous-mêmes, notre acceptation de cette violence-là, c'est fini. C'est tous embourgeoisés d'une manière ou d'une autre. Oui. Bon. Et donc, voilà les faits. Bon, mais qu'en même temps, l'autre fait aussi, c'est que cette violence-là qu'on a dans le factuel, elle s'amplifie. Ça veut dire que si on ne fait rien, et de manière claire et nette, elle va gonfler. C'est la première chose. Sur l'analyse, il faut maintenant peut-être essayer de trouver des interprétations sur les lieux de la violence. Et ce qui frappe alors en Guadeloupe, alors juste un truc, c'est pas du tout uniquement réservé à la Guadeloupe. On est dans un phénomène qui est peut-être pas mondialisé, mais qu'en tout cas au moins occidentalisé. Peut-être à cause des réponses. Mais à la France, on a bien vu tous ces jours-ci que des formes de violence de jeunes, de choses comme ça, c'est épouvantable. Mais donc, il faut l'interprétation. La violence, maintenant, elle porte sur le lien. Sur le lien à l'autre. Le lien à l'autre. Le lien social. Elle ne porte pas encore sur la cohésion sociale. La société n'est pas en train d'exploser. La société n'est pas en train de se déliter, mais le lien à l'autre. Et tous les liens à l'autre explosent. Et d'ailleurs, c'est une règle commune maintenant dans tous les schémas de développement. On a l'impression que la violence est devenue la seule réponse possible aux situations. Que ce soit les situations internationales, entre parenthèses, puisqu'il y a quand même des modèles au-dessus de nous, systémiques, géostratégiques et tout, que du niveau familial ou intrafamilial, ou que dans la relation. Donc, c'est une violence qui porte sur le lien. C'est important de voir que ça porte sur le lien, parce que la réponse devra être portée à ce niveau-là pour ne pas passer à côté. Et troisième chose, Darmanin, plan d'action, oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de toute façon, tout ce qu'on va faire, ça ne sera jamais bon. Et si on ne fait rien, ça sera pire. Donc, quels sont les plans d'action? Qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les actions qu'on préconise? J'ai eu de l'action de Darmanin sur le couvre-feu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est peut-être une vision atomistique. Il n'y a pas que ça. Oui. Mais il y a un problème des jeunes de 12-14 ans dans les cités.
Dans les cités. On a vu ça en France, ça a été étudié, on a vu ça ici. Il y a trop de gamins laissés à eux-mêmes, dans les rues, dans les quartiers, alors qu'ils auraient dû être sous l'autorité parentale, même si l'autorité parentale, bien sûr, a été largement galvaudée ces jours-ci. Alors, donc c'est vraiment ce problème diagnostic d'un côté, analyse de l'autre, et décision en même temps, en essayant de trouver une cohérence entre les trois. En tout cas, ce problème contre le lien, ça veut dire que, de manière très très claire, hein, pour moi, la violence aujourd'hui, même si elle est extrêmement difficile à vivre, c'est une forme manifeste de souffrance sociétale. Sociétale due, à des considérations économiques. La perte des repères, alors pas nécessairement psychologiques, à des raisons systémiques. Ou intrasystémiques. Elles sont économiques, elles sont spirituelles, elles sont intellectuelles, elles sont sociales. Mais on a l'impression que tout ce qui nous permettait de développer des forces socio-constructives, tout ce qui nous permettait de faire lien, justement, de faire corps, hein, tout ça s'effrite. Ça s'effrite, ça se délite et il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a rien à la place. Donc, pour être bref, les solutions que je préconiserais, là je te rejoins avec une autre démarche, c'est remembrer notre société en termes de sens, en termes de lien. Et pour cela, bien sûr, l'école, la vie associative, la vie culturelle, la famille, tout ça, toutes ces choses qui permettent aux individus de ne pas être à zapper dans la vie, mais à faire lien, à faire corps, il faudrait remembrer ça, ce que la société, au nom d'un individualisme consumériste, addictif, a éliminé complètement les 20-30 dernières années. Les 20-30 dernières années. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble, qu'on réapprenne à faire synergie, qu'on réapprenne à faire groupe. Mais comment on apprenait ça de notre temps? Bon, oui. Je ne suis pas le... c'était la vie associative, c'était la vie culturelle, c'était la vie sociale. C'est tout ça qui permet. Donc, à la limite, je serais même d'accord avec la réinstauration du service militaire. Si ça permet un brassage, une rencontre entre les jeunes, une mise en commun par rapport à des objectifs, des challenges qui peuvent être vécus ensemble, je serais d'accord avec ça. Mais pour moi, le lieu principal, c'est l'école, mais l'école, alors pas l'école traditionnelle, parce qu'elle est dépassée du fait de l'évolution des techniques, des technologies, etc., mais une école rénovée avec des enseignants au cœur, effectivement, de véritables leaders, mais en tête de réseau de cette mise en réseau de la société. On entend souvent dire que la jeunesse manque de perspective, c'est-à-dire d'exemple. Tout à fait. Et puis, il y aura une projection d'une vidéo, c'est un élu politique qui pensait beaucoup à l'engagement des politiques. Alors, le grand problème de la jeunesse maintenant, c'est qu'on va comparer un peu pour comprendre les problématiques. Oui. C'est pas une problématique d'occupation d'espace, la jeunesse, elle est là. C'est vraiment un problème de temporalité. Notre génération, j'aime pas parler comme ça. Oui. Le problème, c'est qu'on savait d'où on venait. Et notre problématique, c'est plus jamais ça. Et on allait vers l'avenir avec les canines ouvertes pour déchiqueter la vie et manger la vie. Les jeunes d'aujourd'hui, premièrement, ils ne savent pas d'où ils viennent. Alors, ils ont été élevés tranquillement, hein, grâce au sacrifice parental et grâce à et deuxièmement, surtout, ils ont plus peur de l'avenir que nous avons eu peur de notre passé. Et donc, la construction même. Si quelqu'un a peur de l'avenir, comment voulez-vous qu'il se construise? Comment voulez-vous qu'il se projette dans un être ensemble harmonieux? Donc, il faut pacifier l'avenir. Pacifier l'avenir, c'est quoi? Apaiser les gens, donner du travail, donner des perspectives, redistribuer. Alors, deux grands termes. La pensée positive et aussi la justice sociale. Plus personne maintenant n'accepte les injustices, quelles qu'elles soient maintenant, dans les redistributions, n'importe quoi. Et puis mettre en place un peu d'équité aussi. Parce que maintenant, c'est intolérable pour n'importe qui, vu le niveau de connaissance, vu le niveau d'interaction qu'on a avec la terre entière, de rester dans des situations de misère, sans pour autant, effectivement, rentrer dans des économies de rente, payer les gens. Il faut qu'il y ait des contreparties. C'est une analyse. Nous allons juste demander une projection d'une courte vidéo d'un homme politique qui n'est plus ainsi en Guadeloupe, qui disait sa pensée de la politique, de l'économie, du sport, de l'art en Guadeloupe. On va l'entendre. Il a souvent été sujet de contestation, mais nous verrons cet individu, cette personne dans la vidéo, il va donner son avis. Nous allons courte vidéo. C'est le monde qui prie à dans tellement magouille. C'est le monde qui dit tellement vite à reprocher. C'est le monde qui va avoir un problème à faire pas payer. Bien quand on va parler de la jeunesse. Quand
les élus locaux qui fait pour la jeunesse? Est-ce qu'on va mettre au peuple Kevin en terrain de basket, football, course à bicyclette, carnaval, goka, les roses, faire 50 km de Pointe-à-Pitre, 50 km de Zabine, 120 km? Est-ce que c'est ça, on peut que mort? On peut pas marcher belle usine. Pour l'argent, il y aura pas la région. Pour l'argent, il y aura pas le conseil général. Pour l'argent, il y aura voyé ici encore. Tout organisme à voyer. Mais puis si nous devons combien? Ça, c'était Ibo Simon. Alors, je le précise très bien, hein, nous avons beaucoup entendu des élus. Nous y sommes plus rien. C'est une vidéo et c'était un élu. Il a dit, bon, on n'est pas là à féliciter, à dire bravo, mais seulement quand on parle, par exemple, de la culture, du sport, je sais qu'on en fait beaucoup ici là-dessus. Mais il dit que ce n'est pas que ça. C'est l'investissement productif. Oui, c'est l'investissement productif, effectivement, mais dit-il, c'était quand même que ce n'est pas que ça. Il parle je sais pas, du pays là, d'Amérique, hein, je ne sais pas de quel, j'oublie le terme qu'il a utilisé de ce territoire, mais en fait, il y avait là déjà une inquiétude à cette époque. Bien sûr. Et nous sommes là toujours dans ce contexte, hein, maintenant en 2024, les choses n'ont pas bougé. Alors c'est pire, non seulement les choses n'ont pas bougé, mais c'est pire parce que les gens qui prétendent, bon, je vois une petite picarie du Rimel que j'apprécie beaucoup individuellement comme homme, mais enfin si maintenant son problème c'est de dire qu'il risque de démissionner, il y a un truc qui ne va pas. Ah bah oui, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, s'il a voulu la mairie, il l'a gagné, il l'a prise, c'est parce qu'il avait un projet, parce qu'il savait que ça n'allait pas être facile. Donc ils ne viennent pas nous dire maintenant parce qu'il y a de réelles difficultés qu'il va démissionner. Donc c'est maintenant qu'il faut être debout, qu'il faut faire des propositions, qu'il faut innover. Alors, par contre, sur la Guadeloupe, et ça revient un petit peu à un truc qu'on disait, on a envoyé beaucoup d'argent qui a été estimé ou qui a été utilisé comme des rentes de situation ou des rentes de revenus pour des gens. Non, ce qui compte, c'est l'investissement productif. Donc, qu'est-ce qu'on crée comme valeur ajoutée culturelle, économique, sociale, religieuse, tout ce que vous voulez? Quel est le rapport au travail? Et comment quelqu'un dans le travail peut avoir une contrepartie monétaire, financière, qui va lui permettre d'investir sur sa vie? C'est dans ce domaine-là qu'il faut réfléchir. Et moi, je sais que dans le domaine du travail, quel que soit, on en parlait tout à l'heure, de l'agriculture, dans l'artisanat et tout, on cherche des gens. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. C'est peut-être pas très très bien payé. Il va peut-être avoir toute la chaîne des salaires et la fameuse redistribution. C'est pour ça que je posais le problème de la redistribution, de l'équité, de la justice sociale, parce que c'est clair qu'il faut que quelqu'un puisse vivre de son travail, mais pas que ça. Aucun d'entre nous n'a vécu que de son travail. On a fait des jobs, on a fait un tas de trucs aussi. Le travail. Donc, il y a toute une analyse à amener, mais à partager, surtout à partager tous ensemble. Le travail peut constituer une colonne vertébrale, et puis après ça, nous avons fait comme tout le monde, nous avons cherché la vie. Comment on a payé nos études? Oui, moi, souvent, c'est une réalité. Et on en parle là maintenant. Vous voyez, quand j'entends la jeunesse, même les familles qui parlent de la vie de maintenant, de ce que fait par exemple, ils disent oui, mais la collectivité régionale, les départements pas fait rien, il n'y a pas bâti monde là. Moi, ça me fait penser un peu à l'époque, hein, l'époque des années 70. Comme on disait, il fallait se démerder. Mais il y avait une famille là qui vous aidait. Mais vous étiez obligé de vous démerder pour pouvoir... Tous les étudiants des années 70, on ne va pas revenir encore. On ne va pas revenir sur cela. Il y avait un concept. Le temps a changé. Il y avait un concept que j'ai retrouvé après chez les Haïtiens et qui mériterait d'être théorisé. Nous, qu'à chercher la vie. Chercher la vie. Nous, à l'époque, je prends mon cas, mais c'est banal. On a fait facteur, on a fait du tri postal, on a fait les vendanges, on a fait les pommes de terre. On a fait travailler à l'usine, j'ai tout fait. Mais ce n'était pas du tout dans une perspective de diabolisation ou d'esclavage, c'était au contraire, pour me libérer, pour avoir de l'argent, pour apprendre la vie, pour compléter, pour apprendre la vie. Donc je crois que c'est important, mais à la date d'aujourd'hui, ça suppose que quand même cette réaction-là, qu'on revérifie un certain nombre de choses qui sont des freins à l'investissement, des freins au travail, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, tout ce qui est petit boulot, petit machin, ça, avec toutes les carcans juridiques et légaux qu'il y a maintenant, c'est peut-être pas si facile que ça à diffuser. Une sensibilité, c'est qu'il faut aussi évaluer cette politique publique d'accompagnement de la jeunesse. Il ne faut pas surtout donner de l'argent, comme on dit souvent, signer le chèque comme ça. Il faut évaluer, regarder les résultats et puis amener les corrections nécessaires. Bien sûr, mais la définition la plus classique, je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu,
Mais la définition la plus classique, c'est que l'argent était la contrepartie du travail. Bon, et maintenant, je ne sais plus, c'est ce que tu disais. L'argent est la contrepartie de rien du tout, c'est un dû. Ouais, et donc, on est passé de l'esclavage à une économie de comptoir, d'une économie de comptoir, donc entrer-sortir, à une économie de petits bourgeois qui consomment, d'une économie de petits bourgeois à une économie de rente. De rente. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas la peine d'être docteur en économie pour comprendre ça. Se rendre compte qu'il y a un problème. Oui. Alors, Raymond. Cette économie de rente, nous sommes en plein là-dedans, ça fait déjà du temps que ça dure. Oui. Et on voit bien qu'il n'y a pas de développement. Et là encore, le ministre de l'Intérieur, dans son intervention, il s'était concis, mais il a dit des choses quand même qui interpellent. Notamment, on ne peut pas se contenter en Guadeloupe de vivre des rentes reçues sans développer économiquement le pays. Et ça, c'est un pied de nez qui est à nos responsables. Je ne coupe pas, hein, mais est-ce que la remise en cause de l'octroi de mer, tout cela, des affectations, cette question d'actualité, est-ce que ce n'est pas dû aussi à tout cela? Alors, il y a deux débats. Il y a comment on fait rentrer l'argent et il y a ce qu'on fait avec l'argent. Oui. Donc, comment on fait rentrer, ça peut être des taxes, des impôts, l'octroi de mer, je ne sais pas, ça me dérange pas. C'est l'argent à nous-mêmes, ok. Bon. Mais par contre, ce que disait encore une fois Raymond, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une économie de rente, on ne fait pas du développement. Mais quand on ne fait pas du développement, ça veut dire que, et tu es bien placé pour savoir, qu'on ne fait pas de la structuration. Une économie de rente ne crée pas des situations d'endettement mutuel. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Et donc, il n'y a pas derrière cette économie de rente, il n'y a pas toute cette force, cette vitalisation, cette revitalisation sociale, sociétale autour du lien à l'autre, du lien au travail, des différents schémas d'endettement mutuel qui permettent à une société de se structurer dans le devoir et dans le droit. L'économie de rente. Alors, on continue. C'est ce que disait Ibou Simon tout à l'heure. Oui. On ne peut pas développer un pays avec des cours cyclistes, avec le carnaval, avec des compétitions. C'est un exemple aussi. C'est riche, mais quand même. C'est pas là. De sport, un foot, un terrain de basket, c'est pas comme ça. Ça, c'est vraiment un saupoudrage de la situation. Maintenant, où est-ce qu'on cherche le développement économique et il y a de l'argent, les rentes qu'on reçoit, les rentes, on perçoit et on se contente de ça. Et on vit de ça. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Donc nos politiques devraient aujourd'hui changer leur manière de faire, leur orientation. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que le carnaval, il n'y a pas que l'artistique. Quoi que l'artistique peut apporter, mais il y a aussi ce développement économique que nous attendons et il y a de l'argent pour ça. Il y a de l'argent pour pouvoir faire ce développement-là, pour donner du travail, avoir, en tout cas mieux rémunéré, et pour que les jeunes qui sont dans la rue... On poursuit. Mais ça ne justifie pas la présence des jeunes dans la rue, qu'il n'y ait pas de travail, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment ça le problème des jeunes dans la rue. On poursuit tout de suite avec cette idée, avec je me signale une page publicitaire, et nous revenons un peu de temps. Merci. Nous sommes donc de retour et nous poursuivons donc notre analyse de l'actualité. Alors, M. Ramaille, vous étiez dans votre développement concernant la réalité économique de ce territoire, de la Guadeloupe, des actions qui sont engagées en faveur de la jeunesse, en faveur de l'économie, que, semble-t-il, il n'y a pas de retombées. On a le sentiment que les effets, les retombées, en quelque sorte, ne viennent pas, qu'il n'y a pas d'effet multiplicateur, comme on dit en économie. C'est-à-dire l'effet multiplicateur de l'investissement ne se retrouve pas. On a le sentiment que c'est de l'argent qui a été engagé, mais que sans lendemain, sans qu'il y ait véritablement un dynamisme de ce pays, de cette économie. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des choses qui se font dans le domaine sportif, culturel, mais il n'y a pas de retombées, comment dirais-je, d'investissement, retour sur investissement. Oui. Quoi qu'on dise, on peut toujours me répondre que oui, mais la Guadeloupe, c'est terre de champions. On a fait des investissements, mais au moment où on a eu des champions, on n'avait pas autant d'investissements. Et ce n'est pas parce qu'on a des investissements aujourd'hui qu'on a plus de champions. Donc, il faut quand même trouver le juste équilibre. Et donc, on ne peut pas, à mon avis, continuer ce genre de développement, de mettre la Guadeloupe sous perfusion de rentes,
comme l'a dit Darmanin, et quoi qu'on va développer ce pays-là. Il faut créer de la valeur ajoutée, créer des industries, il y a de l'argent. Il faut que nos politiques s'assoient aussi pour nous présenter un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des professionnels, il y a les chambres consulaires qui peuvent accompagner. On a les structures qu'il faut. Maintenant, il faut associer tout le monde pour ne pas avoir de l'argent uniquement à faire des terrains de foot, comme disait Ibo Simon, à faire des courses de vélo, à faire le carnaval. Certes, il faut faire tout ça, mais aussi il faut chercher le développement qui emmène de la valeur ajoutée, qui emmène des emplois, pour donner du travail au pays et pour revenir sur ce problème de violence dans le pays. Mais il ne faut pas non plus dire que toute la Guadeloupe est violente. Il y a un pourcentage, peut-être 1%, 2%, que sais-je, il y a beaucoup qui posent problème. Mais ce n'est pas parce qu'on va développer la Guadeloupe plus que ça que ceux-là seront plus concernés par le développement et d'aller chercher du boulot. Ils ont déjà une manière. Malheureusement, les individus, la population, l'homme est ainsi fait. Il y en a qui sont faits pour réussir, il y en a d'autres qui sont faits pour moins bien réussir. Et donc, il y a tous ces éléments à prendre en jeu. Mais je pense que nos politiques doivent se mettre ensemble. S'ils sont là, c'est confondu. Moi, je suis pas, et je suis l'un de ceux qui pensent qu'il faut des politiciens forts dans le pays, qui soient ambitieux, forts, charismatiques, pour avoir une force de proposition, comme à l'époque, comment je dirais, je pourrais citer déjà par exemple Michel Chevry, par exemple, Lucien Bernier, par exemple, Frédéric Jalton, des gens qui ont d'Agonia, il y en a le tonus, la verticalité. Donc, qui avaient une force de proposition, qui étaient des politiciens comment dire, respectés, entendus et par la population, et qui ont pour avoir des gens de cette trempe pour pouvoir emmener des propositions et développer le pays, parce qu'il y a l'argent, comme disait le ministre, qui a été révoqué dernièrement. Il y a le Magoï là. Il y a l'argent. Maintenant, il faut mettre en musique. Il faut chercher les possibilités pour mettre en musique. Mais est-ce que... Et nos jeunes... aujourd'hui, nous avons quasiment, moi je dirais, compte tenu de la situation en tout cas, les chefs d'entreprise vivent aujourd'hui, on peut considérer, on est presque dans le plein emploi en Guadeloupe. Oui. Ça peut choquer. Ça peut choquer, parce que il y a des créneaux où on cherche des gens pour travailler. La force de travail, je me répète, et on ne trouve pas. Pourquoi? Et là encore, c'est cette situation de rente qui pose problème. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le non-travail parfois rapporte bien plus que ceux qui se lèvent pour aller au travail. Mais les choses vont changer peut-être. Combiné aux initiatives illicites, ce sont des gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Alors pourquoi aller travailler? Et c'est là que je dis qu'il y a une politique à mener à ce niveau-là pour pouvoir changer les choses et faire en sorte que les choses deviennent plus paisibles. Et cette violence, lorsqu'on voit, je tenais quand même à le souligner, le problème de l'eau que nous avons en Guadeloupe, on sait qu'on a un problème important d'eau. Tout est lié, au fait. Tout est lié. Ce n'est pas un problème forcément de l'État. C'est plutôt un problème que nous avons mal géré, nous les Guadeloupéens, que nous avons mal géré. Et l'État essaie de nous donner un coup de main pour remédier à la situation. Mais lorsqu'on voit de cette situation difficile de l'eau, où l'argent est difficile à trouver, pour le volume de réparation, le volume d'argent qu'il faut pour réparer le réseau d'eau, et on trouve des saboteurs. À l'intérieur même du système. Pour aller casser, cet dernier, pendant les vacances de Pâques, pendant la période de Pâques, ou aller casser l'existant. Et pour pouvoir réparer, moi je dis ça aussi, c'est une faute de violence que les Guadeloupéens qui aiment la Guadeloupe ne devraient pas s'engouffrer dans ce genre de processus pour mettre les Guadeloupéens en difficulté dans une zone où nous sommes déjà en difficulté. Il faut quand même que les gens arrêtent avec ce genre de jeu et pour qu'on puisse être plus lorsqu'on aime le pays pour ne pas casser le pays. Plus dans la construction que dans la destruction. Raphaël, alors, la musique est lancée. L'idée quand même. Alors juste un mot. Pour revenir sur l'eau, parce qu'il faut quand même le dire pour être clair. On prend et toutes les politiques font ça. Ils prennent des trucs, ils prennent des structures, ils prennent des pouvoirs, ils prennent des situations sans faire le bilan de l'existant.
et sans demander à l'autre qui était avant de faire l'inventaire de ce qu'il a fait. L'évaluation. L'inventaire. Oui, juste pour dire que peut-être avant d'accuser les Guadeloupéens d'être trop forts sur l'eau, rappelons-nous essayer de voir ce que le Veolia a fait. Veolia à l'époque. Parce que les frais de réparation et compagnie étaient contenus dans les factures et compagnie. Oui. Bon, ça c'est juste mon petit côté mauvaise foi, donc c'est bon, je suis content. Alors, maintenant pour revenir à autre chose. Alors, quel que soit l'état actuel de la Guadeloupe, le développement est toujours possible. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est une opération politique, le développement. Et donc, il y a des déséquilibres maintenant, ce qu'on appelle des déséquilibres. Alors, ils peuvent être structurels, ils peuvent être événementiels et tout. Mais ce n'est pas grave, parce que ce sont précisément à partir de ces déséquilibres que se mettent en place des politiques, des ajustements, des prises, des désirs, des demandes, des besoins, des urgences, des plans A, des plans B, des causes nationales. Donc, la Guadeloupe, en 2024, on ne va pas disparaître en 2025, 2026. Donc, faisons pas table rase, mais partons des acquis, partons du diagnostic, comme je disais tout à l'heure, et puis mettons en place des perspectives, mettons en place des projets, mais pas des projets politiques, des projets plans d'action. Et on verra les politiques derrière. La politique, c'est toujours pareil, c'est ton fameux welfare. Ça veut dire vouloir le bien-être des gens. La cible, c'est le welfare. La cible, il y a le parcours. Et il y a un parcours, donc planification, plan d'action et des réponses immédiates. Alors, moi sur l'eau, moi j'ai été interpellé avec deux exemples que j'ai vécus directement. C'est le Vietnam et le Vietnam et l'Égypte. 3000 ans. Il y a des canalisations au Vietnam, à la frontière de la Chine dans le nord. Il y a une montagne qui doit faire 3000 mètres de hauteur, ou je ne sais pas quoi, à Sapan. Et les Vietnamiens à l'époque, du haut de la montagne, au niveau de la mer, ont fait des canalisations avec des bambous pour faire des rizières. Pour des rizières, oui. Faire des rizières. Bon, en Égypte, il y a des canalisations en bambou aussi qui partent du Nil, qui vont dans n'importe où dans le fin du trou du désert pour amener de l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit faire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on se prend en charge, on fait des choses. On se prend en charge et on fait. Et on est ingénieux. Il n'y a pas de manifestation d'ingéniosité ici, pas trop. C'est un déficit. On attend à chaque fois des chemins labourés par l'État qui lui-même fait pas et distribue ou distribue pas d'une manière ou d'une autre. Et l'initiative privée, l'initiative... les créatrices n'émergent pas suffisamment de nos populations. C'était juste un petit commentaire comme ça. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est que le développement, il se vit à partir de positions d'acteurs, à partir de positions d'auteurs et à partir de positions de créateurs de plus-value. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit dans la notion de plus-value économique, de plus-value culturelle, de plus-value sociale, de plus-value sociétale. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et il faut y aller comme ça. Et c'est l'inverse de l'économie de rente, qui ne dégage aucune plus-value. Et ça doit être entendu au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et ramener en termes de pédagogie politique, ramener à la base. À la base, concrétiser. En sollicitant quand même l'initiative personnelle, en sollicitant le désir de faire, le désir de faire ensemble. Et peut-être il faut recommencer, il faut réarticuler notre vie, notre société sur la proximité. C'est la relation qui a fait notre richesse. Donc la proximité, mais constructive. Oui. Alors, c'est sûr, nous sommes dans le débat, quand on voit actuellement ce conflit entre les usiniers et planteurs, c'était l'exemple je dirais, il y a bien des choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Mais c'est aberrant. Déjà au départ, on nous dit, on apprend, pour ceux qui ne le savaient pas, que 80% de cette industrie, de cette entreprise, est financée par l'État. Subvention. C'est subvention. Oui. Donc c'est tout, ça veut tout dire. En termes strictement économiques, c'est clair. C'est pas rentable. C'est pas un sujet. Et puis, il n'y a pas de sujet. Mais j'expliquais aussi que j'étais quand même surpris d'entendre, je dirais que c'est un élu, c'est un élu national en fait, enfin Guadeloupe, mais député, qui avait sa position par rapport à ces divergences entre l'usine et l'usine et les planteurs. J'ai eu le sentiment qu'on oublie quelque part que derrière l'usine, il y a des actionnaires.
Oui. L'usine, lui, le directeur, lui, il roule pas forcément pour les planteurs. Hein. Ben non. Il roule d'abord pour les actionnaires. Parce qu'il y a bien entendu une commission qui statue sur les comptes d'orientation, etc. Mais si vous-même, vous avez vos sous, que vous allez confier à un courtier ou un agent spécialisé en placement, qui va investir dans par exemple, dans le secteur, ça peut être l'usine, et que vous n'allez pas recevoir en retour les royalties de rentabilité, vous allez enlever vos sous. Donc, quelque part, le problème fondamental, je disais à cette personne, que je pensais, c'est qu'il y a un problème de la structure même de l'économie. C'est que nous sommes d'un système libéral. Hein. Alors, vous avez une usine qui n'appartient pas à la Guadeloupe, donc il y a des capitaux qui entrent et forcément il y a des actionnaires derrière. Alors quand on ne veut pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Beauport, on fait comme Montagne, comme Grosse Montagne, on achète son usine. Donc on achète l'usine, c'est tout. Si vous voulez faire. Oui, mais il faut pouvoir vivre. Il faut pouvoir vivre, c'est le problème. Ils ont acheté, ils ont coulé. Hein. Et il faudrait interviewer Clavry qui va te raconter bien comment il a. Ça, on n'explique pas ça aux planteurs. Il faut leur dire la vérité. Mais il y a deux choses, effectivement. La première chose, c'est très important. Nous sommes dans une économie capitalistique. Et cette économie capitalistique. C'est ça, mais c'est celle qui marche. C'est celle qui marche, oui. Et cette économie capitalistique, elle est financiarisée, et peut-être plus que financiarisée, elle est monétariste. Elle est monétariste. Ça veut dire que l'argent doit retourner directement dans la poche de ceux qui investissent. De celui qui investisse. Et la deuxième chose, par contre, plus structurelle, sur laquelle il faut venir, et là, c'est le débat qu'il faudra avoir maintenant, c'est comment se constitue le prix de revient. Comment se constitue la valeur à l'intérieur du process gagné. Et comment va cette redistribution? Si c'est l'État qui amène 80% de subventions pour l'économie, c'est à lui de s'interroger, ça c'est 80%, où est-ce qu'ils vont réellement? Donc, et là, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à dire, il y a du grain à moudre, c'est de la canne, mais c'est pas grave. Du côté des planteurs, parce que effectivement, manifestement, les 80%, à mon avis, ils vont plus à l'usinier qu'ils vont aux planteurs. Donc, on est dans un débat économique, on n'est pas dans un débat idéologique. De plaisir, de faire plaisir. On est donc, mettons à plat la constitution de la chaîne de valeur, mettons à plat le revient. La constitution du prix, le revient, et voyons voir s'il n'y a pas maintenant. Ça fait 50 ans, ou 20 ans ou 30 ans, que la méthode de calcul est restée la même. Il était figé. Et bon, entre-temps, le monde a changé. Le monde a changé, il faut tenir compte de l'usine, je suis bien d'accord avec l'usinier, j'aime bien les usiniers, mais enfin parce qu'ils donnent du travail. Mais s'ils donnent du travail, c'est qu'ils retrouvent aussi leurs bénéfices. Hein. On n'est pas dans un système béni-oui-oui. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir à l'intérieur, par nos économistes, par nos politiciens, pour qu'ils nous demandent en clair, mais comment est constitué le prix de revient de la canne en Guadeloupe. Et ne pas oublier aussi, comme je le dis souvent, que le capital est volatile. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un dispositif où il n'y a pas de rentabilité pour ceux qui emmènent l'argent, rappelez, dites-vous bien qu'ils vont investir en Chine, et ils vont laisser paquet ferraille à Obao, et puis c'est pas moi qui l'ai fait comme ça. C'est le système qui est comme ça, malheureusement. Alors, quand on ne veut pas ça, eh bien, on demande à nos élus, à nous-mêmes, eh bien, nous quoi qu'on se l'usine à nous, nous quoi faire l'usine à nous, nous quoi éviter qu'il fait comme machin, comme Beauport et comme Grosse Montagne. Surtout éviter ça. Alors, par rapport à ce que tu dis là, moi je me rappelle. C'est dommage de voir ça. Non, c'est pas dommage, c'est une réalité temporelle et historique. Je me rappelle quand j'ai quitté personnellement les négociations, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans, c'est moi qui faisais les négociations canne dans la filière canne-sucre. À l'époque déjà qu'on a quitté, la question était de faire rentrer les planteurs dans le capital de l'usine. Le capital de l'usine. Et bien sûr, ça a capoté complètement. Bon, peut-être que 20 ans plus tard... C'est une culture de l'économie qui nous parle. Alors, non, il y a une culture de l'investissement, il y a une culture de l'économie, il y a une culture de la modernité, il y a une culture de l'interdépendance et non pas de la codépendance. Donc, il y a toute cette culture-là à mettre en place sur une lecture économique, sur une lecture souverainiste aussi, et on ne l'a pas du tout. Donc après, 20 ans plus tard, ce qui était vrai 20 ans plus tôt, 20 ans plus tard, pour moi, c'est un truc qui est déjà mort. Hein. Souveraineté alimentaire, souveraineté à l'usine. N'est-ce pas? Ça se tient. Et pouvoir diriger soi-même ses affaires. Et il faut que nous ayons les moyens, en termes de moyens financiers, que les Guadeloupéens acceptent d'orienter leurs capitaux, l'épargne sur ce secteur-là, sur cette activité-là, ce secteur, si vous voulez. Et puis, il faut qu'il y ait aussi la force de travail, des gens formés. Alors, ça veut dire ce que tu dis, qu'à cette économie
objective, concrète, financière, doit correspondre aussi à une économie des savoirs. L'économie des savoirs. Ça veut dire comment fonctionne une usine, comment économie, fonctionne je disais tout à l'heure, un secteur, un secteur, et puis où est-ce qu'on gagne de l'argent, et est-ce que les bons choix sont faits au bon moment, comment sauter, jamber, aller ailleurs s'il le faut, parce qu'on est dans des choses, alors je ne dirais pas volatiles, parce que quand tu le dis, c'est trop dur. C'est trop dur de pouvoir accepter, entendre. Mais on est dans des économies où il faut effectivement pouvoir être agile et flexible. Souple, pour prendre le terme à la mode, plus que volatile. Oui. Mais je suis d'accord avec ton concept de volatile, mais je dirais agile et flexible, et que peut-être maintenant la flexibilité, c'est la dernière usine qui nous reste. Elle est tout sauf agile, sauf flexible. Et l'exemple du directeur de cette usine est un exemple caricatural d'un type de management qui n'existe plus nulle part. N'existe pas. En tout cas, il faut bien le dire, c'est une situation qui est préoccupante, n'est-ce pas? Et puis, surtout nos politiques, parce que moi j'entends très souvent des interventions de politiques d'élus, un peu, j'ai le sentiment, je le dis très sincèrement, ce sont des gars qui peut-être répètent à ma façon, peut-être je me trompe, qui disent un peu n'importe quoi aux acteurs. Il faut leur dire la vérité, c'est pas la politique. C'est vrai, mais c'est une affaire privée. C'est peut-être pas notre argent à nous à aller alimenter les caisses de ces trucs-là. Absolument pas, c'est ça, c'est très bien. Sinon... Alors, Ramaï, on va venir après à l'aéroport. Au regard de ce qu'on savait déjà, le prix de la tonne de canne qui est financé à 80% par l'État. C'est une réalité, oui. Et le reste, les 20%, revient à l'usine et en fonction, me semble-t-il, de la teneur en sucre sur les 20% restants. Donc, ce qui veut dire que déjà, si au regard de ces données-là, ce n'est pas un secteur viable, économiquement viable. Nous sommes plus à l'époque les planteurs, les usiniers, l'État, et nous, à EcoClub, et ceux qui nous regardent, savent très bien, au regard de ces éléments véridiques, c'est ça, c'est pas rentable. La vérité. C'est pas quelque chose de rentable pour le planteur, économiquement, pour la Guadeloupe. Mais le planteur, c'est très bien, si l'État se retire, il se retrouve avec le prix de la tonne de canne autour de 30 euros, 35 euros. Allez, grosso modo 40 euros. Je vais laisser l'usine là-bas, on fait marcher. Aujourd'hui, on peut dire, prenez l'usine, faites ce que vous en voulez, parce que moi, si aujourd'hui on me dit de venir investir, de prendre des parts sociales dans l'usine, eh bien, je dis, mais non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas rentable. Tu n'as pas le temps de à partir de là, les négociations qui sont en cours et qui échouent, je comprends. Je suis sorti de la canne. Tu connais, tu as compté dedans. Dans la canne. Il n'y a rien dans la canne qui soit un secret pour moi. J'ai tout fait. Depuis les labours, la plantation, la récolte, aller voir à l'usine, etc. J'ai tout fait. C'était un temps. C'est là que je suis sorti de la canne. Belle époque. Et tout juste, je ne suis pas né dans un champ de canne. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternité. Mais à l'époque, c'était une belle époque aussi. Donc, la canne n'a pas de secret pour moi. Maintenant, sur le plan économique, au regard de tout ce qu'on vient de dire là, on voit que ce serait peut-être même un soulagement pour l'État s'il n'y avait plus de canne. On peut raisonner en étant un peu extrémiste. Les indépendances, on ferait et peut-être même pour les contribuables. Mais il faut tenir l'activité. Il faut maintenir l'activité. Voir comment arriver à aller vers la souveraineté alimentaire aussi. À une transformation. Peut-être une reconversion petit à petit, parce qu'on ne peut pas lâcher. Pour le contraire du jour au lendemain, c'est pas possible. Ni la canne, ni la banane. Il faut réfléchir sur ça. Les interlocuteurs, les concernés, parce que l'usine défend son beefsteak, comme on dit. Mais le planteur aussi doit défendre son beefsteak. Et je sais qu'aujourd'hui, le planteur ne gagne pas. Ce n'est un secret pour personne. Donc, il faut réfléchir à la diversification, la souveraineté alimentaire. Donc, on comprend aussi que c'est quand même pas intéressant de travailler à perte. Ça, c'est un fait certain. Et voilà le problème de quel imbroglio qu'on se trouve, et on n'arrive pas à trouver la solution pour sortir de cette... Mais seulement, je termine dessus, je pense que les uns et les autres doivent faire l'effort de ne pas faire une récolte blanche.
une campagne blanche. Ah oui, ça c'est encore plus dramatique pour le secteur. Donc il faut trouver un compromis, ne pas arriver à une récolte blanche et de trouver une solution pour sauver ce qui est sauvable. Pour redémarrer sur de meilleurs auspices l'année prochaine. Mais il ne faut pas laisser passer la campagne. C'est la messe qu'on annonce chaque année, c'est la même messe, malheureusement. C'est la messe. C'est ça. Alors, on parle beaucoup de l'aéroport Paul Caraïbe, qui peut-être ne sera plus Paul Caraïbe, mais qu'on dit. Alors, j'étais surpris. Non, moi je ne suis pas pour un débaptiser, rebaptiser. Paul Caraïbe, c'est ouvert complètement sur la Caraïbe. Sur l'environnement aussi. Sur l'environnement, ça a la capacité d'être un hub au niveau international. Et donc il faut que pour toute la Caraïbe, ce soit quelque chose qui soit braqué sur la Guadeloupe, attrayant, un phare et une redistribution. Donc je serais plutôt d'accord à mettre le centre des arts au centre des arts parce que c'est de la oui, c'est une femme de culture. C'est une femme de culture, c'est des aides, c'est la Guadeloupe des lettres et compagnie. Bon, reste quand même à ce que les centres des arts montent en qualité et en grade à la hauteur d'un centre véritablement culturel, polysémique, pour mériter le nom le nom, parce que le nom de la famille Condé, la famille mais Paul Caraïbe, c'est autre chose, c'est une autre dimension, c'est une autre vision. On termine avec Ramaï, ensuite on viendra à notre vidéo. Oui, alors je suis un peu du même avis. Maryse Condé, bon, c'est ce qu'elle est, bon, dans le domaine culturel, dans le domaine littéraire. Artistique. Mais voir changer le nom Paul Caraïbe qui donne une impression de hauteur ouverture de la Caraïbe, aussi, de hauteur, de hub de la Caraïbe, de grandeur et de rayonnement. Je trouve que c'est un nom formidable, Paul Caraïbe. Et à la limite même, mais vraiment en faisant un peu de concession, de dire Paul Caraïbe, Maryse Condé. Mais je peux. Paul Caraïbe. Oui, je préfère encore Paul Caraïbe. Paul Caraïbe, parce qu'elle n'a pas été peut-être dans l'activité économique au sens où nous l'entendons. Voilà, oui, ça me paraît formidable. Alors, vous savez, bon, l'heure est arrivée, nous terminons donc cette émission comme d'habitude avec une vidéo. Vous savez, EcoClub promet toujours l'amour. Alors nous aurons donc une vidéo pour faire appel à l'apaisement tant souhaité dans notre société, notre Guadeloupe. Vidéo de fin d'émission.